dans le régime général, il y a des organismes différents pour chaque prestation. Donc IMSA, c'est donc la DSI, comme je le disais. On est environ 1200 collaborateurs répartis sur 22 sites en France. Et on a également 2 data centers dans la panoplie de notre environnement de travail. Bonjour, moi c'est Abigail Luzon. Je suis déléguée régionale Occitanie de Ziportage. Donc de Ziportage, il s'agit d'une société de portage salarial. Donc c'est permettre aux consultants de devenir freelance, mais de bénéficier quand même d'une protection sociale. Et c'est 350 consultants partout en France également. Merci. Bonjour, donc je suis Jennifer Tosia, je suis associée au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Conviction RH. On est spécialisé dans la transformation des organisations, dans les ressources humaines et la transformation digitale de la fonction RH. On est 200 en France et on a un bureau à Toulouse depuis maintenant quelques années, en plus de bureaux à Paris, à Bordeaux, Lyon et Nantes. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Audugé, la directrice du GEC des métiers numériques. 2 mots sur le GEC, c'est un groupement d'employeurs, une association d'entreprises qui a pour mission de recruter, de former, de qualifier les demandeurs d'emploi sur les métiers numériques pour les mettre à disposition de nos entreprises adhérentes. C'est un dispositif labellisé, c'est un dispositif qui est en fait unique à chaque structure associative. Nous, on est le premier GEC numérique de France, en fait, il n'en existait pas sur ce secteur d'activité. Et pour me présenter, moi, et peut-être reboucler, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de l'emploi, de l'insertion, de la formation, du développement des compétences et tout ce qui est recherche de sens dans l'emploi, le bien-être dans l'entreprise et l'épanouissement du salarié et de l'entreprise. Voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup. Et je réalise que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Clotilde Maury, je travaille à la Mêlée, je suis chargée de projet numérique responsable. Et c'est un peu cette thématique que mes collègues ont pensé à moi pour travailler un peu sur la RSE. Et alors en cherchant un peu pour cette table ronde, j'ai découvert des termes alors que j'avais un peu entendu dans l'actualité, mais je ne connaissais pas bien. La grande démission, la grande réflexion. Vous m'avez même parlé du quiet quitting, donc de cette démission silencieuse. En fait, tout ça sont un peu des termes qui nous montrent qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu au moment des confinements, et puis après, parce que ça continue, on a énormément de démissions. Alors, on a même plus de 20% de démissions supplémentaires depuis ces périodes. Alors, j'ai un peu cette question, Abigail, en fait, face à toutes ces démissions, pourtant, vous m'avez parlé de ce qu'on appelle la guerre des talents. Alors, comment ça se fait, face à toutes ces démissions, qu'il y a pourtant autant de recherches et de personnes disponibles, enfin, de quête de talents, en fait? Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre des talents, c'est une expression qui est apparue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est apparu en 1990, fin des années 90, par le cabinet McKinsey. Il s'agit de tensions sur le marché entre les différents profils pénuriques et les besoins des entreprises. Donc, on se rend compte aujourd'hui que les entreprises ont du mal à recruter parce qu'il n'y a pas assez de profils. Les profils, les talents, comme on appelle, sont tout simplement pénuriques, et ce qui veut dire que la demande est supérieure à l'offre de ces profils. Voilà. Donc il y a une vraie guerre entre les entreprises parce que tout simplement les candidats aujourd'hui ont le choix. C'est tout simplement la question de l'offre et de la demande. Alors pourtant, il y a beaucoup de candidats disponibles. Et alors Jennifer, quand on échangeait, vous m'expliquez qu'il y avait plusieurs façons d'être attractif pour une entreprise. Donc moi, j'ai tout de suite pensé aux avantages salariaux, mais pas que. Est-ce que vous pouvez me définir un peu plus comment on peut être attractif en fait, aujourd'hui dans ce contexte actuel ? Alors, dans le contexte actuel, on sait que les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail
même si c'est un peu cliché de dire ça, hein, ont des attentes qui évoluent par rapport aux générations précédentes. Alors le salaire, ça reste un critère d'entrée dans le poste. Aujourd'hui, qu'est-ce que regardent les candidats en premier? Il y a trois facteurs clés, on va dire, d'attractivité. Le salaire en fait partie. La localisation du poste fait partie des critères les plus recherchés. Il y a des enquêtes d'Indeed notamment qui ont démontré que c'était le critère numéro 1, même avant même le salaire, la localisation. Et ensuite, il y a de nouveaux critères qui sont apparus, notamment tout ce qui va toucher à la fois au sens, alors soit de la mission en particulier, soit de l'organisation dans laquelle on va s'inscrire, et aussi des critères autour de l'équilibre des temps de vie, que ce soit mode de travail, télétravail, travail hybride, ou que ce soit aussi voilà, d'autres dispositifs qui commencent à apparaître, la semaine de 4 jours, par exemple, qui commence à être testés dans certains environnements. Voilà. Donc il y a une question à la fois de salaire, d'organisation du temps de travail et de sens de la mission, également de développement des compétences. Voilà, tout ça se mélange un peu. Aujourd'hui, je pense que les critères sont très nombreux et que le salaire n'est plus le seul critère. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'il ait jamais été le seul critère, mais ce n'est pas le seul critère d'attractivité. Ah oui, parce qu'en plus, quand on échangeait, c'était très intéressant parce qu'il y avait un lien à faire avec l'IMSA et la MSA. C'est que donc votre cabinet a accompagné en fait la MSA pour essayer de trouver des valeurs et de se mettre en avant sur toutes les valeurs qu'elle représente. Et il y avait notamment le fait de se dire qu'il y avait le salaire qui était une chose, mais que en fait de plus en plus on avait des candidats qui étaient donc en quête de sens, et donc il y avait un vrai témoignage avec le fait de se dire en fait nous on a d'autres choses à montrer. Donc Hélène, je vous laisse la parole peut-être. Merci. Oui, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, donc IMSA, nous faisons partie de la MSA. Et donc, dans les fondamentaux de l'entreprise IMSA, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent donner du sens aux candidats qui souhaitent nous rejoindre, à savoir une excellence technologique. En fait, on allie à la fois une excellence technologique sur les sujets numériques, que ce soit les technologies, les langages qui sont utilisés au sein d'IMSA, on est vraiment à l'état de l'art. Et à cela s'allient des missions dans les missions premières de la MSA et donc de notre entreprise IMSA, que sont la protection sociale. Donc ça, je rejoins tout à fait Jennifer sur ces sujets-là. Une deuxième raison aussi, alors il y en a sûrement d'autres, mais qui me vient dans le fait qu'on reste attractif dans cette guerre des talents au niveau d'IMSA. Là aussi, ça a été dit, c'est sur l'équilibre entre le temps personnel et le temps professionnel qui est assez favorisé chez nous, puisqu'on a des horaires flexibles, on a du télétravail jusqu'à 3 jours par semaine. Donc ça aussi, ça rentre dans les critères qui, je pense, aujourd'hui font la différence. Oui, donc en fait, on a de l'avantage social, mais on a aussi le fait que l'entreprise ait des valeurs qui correspondent aussi aux valeurs des candidats. Et alors, face un peu à cette recherche de talents, donc là, je me tourne vers Sophie, parce qu'il y avait aussi un élément, on se disait, bon voilà, on cherche des talents, mais peut-être qu'on peut aussi en créer. Et c'est ça qui était aussi intéressant dans votre témoignage. Effectivement, nous, on ne va pas prendre le sujet par le même prisme que mes co-animatrices de cette table ronde, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une guerre des talents, il y a des métiers qui sont pénuriques, et donc nous, à partir de ce constat-là, ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut aider les entreprises à créer les compétences et les candidats, accompagner les candidats à ce dont les entreprises ont besoin. Donc on est vraiment parti de l'autre côté en se disant que au local, il y a des demandeurs d'emploi avec des appétences, avec des envies, avec du potentiel, et que peut-être si on aidait les candidats à monter en compétences et à rejoindre les attentes des entreprises, là on pourrait créer des passerelles. Alors effectivement, nous on a envie de penser qu'on appuie à l'expression d'un potentiel. Le talent, on ne le crée pas, en fait, on va juste mettre en lumière ce que des gens ont en eux. On va leur permettre effectivement développer ce potentiel, d'être accompagnés au sein de l'entreprise auprès desquelles on les met en alternance, parce que c'est aussi une difficulté que de devoir encadrer un profil qui soit différent de ceux qu'on recrute habituellement. Donc on va vraiment nous mettre en place des outils pour amener des candidats à l'emploi, et je vois qu'il y a des gens de Pôle emploi qui sont arrivés dans la salle, voilà, pour accompagner effectivement ce potentiel vers un emploi et vers un emploi durable. Et donc ouais, on se dit il y a des pépites, il y a des talents dans les quartiers, dans la ville, sur notre territoire, et ça, valorisons-le pour répondre aux besoins des entreprises.
de l'autre côté, les entreprises sont plutôt contentes d'accueillir une forme de diversité dans leurs équipes et ainsi elles rejoignent leur engagement en fait, qu'elles ont, qui est un engagement sociétal. On reboucle sur le sujet de la RSE, à savoir d'avoir dans mon personnel une représentation de la société, d'avoir également un engagement de mes collaborateurs à accompagner un padawan, une jeune recrue, à l'aider à monter en compétences. Là aussi, c'est donner du sens à la valeur travail des collaborateurs. Donc, notre dispositif, GIEC numérique, va permettre d'accompagner et les entreprises et les candidats et un territoire sur ces questions de sens. Donc, voilà un témoignage, un regard qu'on peut apporter. Oui, merci beaucoup, parce qu'en plus, ce qui est très intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que donc on voit qu'il y a le fait extérieur d'aller chercher des candidats, mais il y a aussi du coup la montée en compétences en interne. Et là, en fait, moi, ça me fait un peu rebondir avec cette introduction, donc cette quiet quitting, cette démission silencieuse, en fait, où on se rend compte que de plus en plus, il y a des personnes qui sont mal-être dans leur travail et qui, du coup, font le strict minimum, en fait, ne cherchent pas à faire plus, ne cherchent pas à être dans la culture de la performance, préfèrent en fait la sérénité face à la sécurité de l'emploi. Ils n'ont plus peur de risquer leur emploi parce qu'ils ne se sentent pas forcément bien. Donc en fait, même en interne, la quête de sens, elle existe pour les candidats, mais elle existe aussi pour les collaborateurs. Et donc là, je me retourne vers Abigail. Pourquoi est-ce que ça peut être dangereux en point de vue économique en fait, pour une entreprise d'avoir des salariés qui ne se sentent pas bien ? C'est dangereux pour une entreprise dans la mesure où un salarié qui va sentir un mal-être va tout simplement être démotivé. On va parler de démotivation, que ce soit du burn-out, du bore-out, toutes ces nouvelles tendances et ces nouveaux termes sont importants. Les salariés, lorsqu'ils ne sont plus motivés, vont être moins productifs. Et dans ce cas-là, apporteront un rendement moindre. Et c'est en ce sens que c'est dangereux pour une entreprise. Donc, souvent, les entreprises ont du mal à prendre en compte cette notion-là, cette motivation-là, et vont penser court terme. Sauf qu'une motivation de la part d'un salarié s'inscrit sur une durée long terme et peut être même bénéfique pour une entreprise et de par sa productivité et pourra être signe de croissance même pour elle. Il ne faut pas oublier que le salarié est un capital humain et c'est le premier capital d'une entreprise. Oui, parce qu'en fait, on entend beaucoup qu'au final, personne n'est irremplaçable, mais en fait, ce turnover, ça coûte de l'argent, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Aujourd'hui en RH, et je pense que les co-animatrices pourront en témoigner, ce sont des indicateurs qui sont mesurés, le burn-out, les arrêts maladie également, mais que ce soit ainsi, toutes ces notions-là ont un coût pour l'entreprise et sont calculées dans du contrôle de gestion sociale. Oui, moi, je veux bien rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, le turnover, il a un coût pour recruter des personnes, un coût pour intégrer les personnes dans les nouvelles équipes. On travaille sur des technologies qui sont en constante évolution, donc le niveau de formation et la formation doit être constant. Donc si en plus la personne, elle part au bout de quelques années, c'est à nouveau une nouvelle personne qu'il faudra former. Donc tout ça, effectivement, a un coût, que ce soit en formation ou en arrêt de travail, comme ça a été dit, quand vraiment la personne est en mal-être et que ça se termine malheureusement par un arrêt de travail. Pour donner un chiffre, aujourd'hui, on sait que le coût d'un remplacement d'un cadre dans la première année, s'il part au bout de dans la première année de son arrivée, on estime que c'est entre 45 000 et 100 000 euros. Donc c'est important comme coût. Et donc cet investissement qu'il y a à la fois dans capter des candidats qui sont en cohérence avec la mission, le sens de l'entreprise, l'organisation, et leur permettre à la fois de bien s'intégrer et de se développer dès la première année, c'est capital parce que entre effectivement le coût du recrutement lui-même, le coût de la montée en compétences de ces personnes sur les postes, finalement on arrive à des coûts très importants, même pour des collaborateurs qui ne sont là que depuis un an. Moi, je voudrais peut-être rebondir justement sur la double signification que vous avez utilisée dans l'intitulé de la table ronde, donc RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, ou recherche de sens en l'emploi. J'avais envie de donner 3 caractéristiques, à mon sens, qui donnent justement du sens au travail, qui sont l'utilité, le sentiment d'utilité,
Ça, je pense que c'est très important. Et s'il n'est pas là, c'est là où je pense que la dégringolade et la démotivation peuvent arriver. Et en quoi la RSE peut donner du sens pour essayer de faire le lien justement entre ces deux significations du sigle, c'est que la RSE, elle va pouvoir... alors, ça ne va pas remplacer, je pense, s'il n'y a pas du tout de sens dans l'emploi, la RSE ne pourra pas remplacer le sens le salarié ne trouve pas. Par contre, ça va pouvoir venir en complément avec les actions que l'entreprise va proposer, des actions qui sont, je ne sais pas, en lien avec l'environnement, le social, puisque la RSE, c'est 3 piliers. C'est l'économique, le social et l'environnement. Et c'est comment on trouve un équilibre entre ces trois piliers-là. Donc je pense que la RSE va pouvoir apporter un sens complémentaire. Une autre caractéristique, et on l'a dit, c'est pouvoir développer ses compétences, se sentir en apprentissage dans son emploi. Ça aussi, ça va donner du sens. Et puis, je pense un des derniers, c'est aussi l'autonomie. Et là aussi, je pense que les actions RSE permettent de travailler en transverse, permettent de pouvoir porter des sujets, des projets, et donc de donner là aussi du sens à son emploi. Et alors là, Sophie, ça me fait penser un peu à quand on parle écologie et social. Vous, il y a un terme que j'ai trouvé assez joli, l'emploi à circuit court. Donc ça me fait penser un peu à toute cette économie dont on parle beaucoup, à la fois environnementale, sociale. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce qu'est un emploi à circuit court ? Alors effectivement, juste pour rappeler un petit peu, quand on a créé le GIEC numérique, c'est un dispositif qui était nouveau pour les entreprises du secteur. Donc on cherchait un peu à trouver des mots qui fassent sens assez rapidement, qui percutent. Et c'est vrai que la question de l'emploi en circuit court ou de l'emploi local, on a repris finalement les termes un petit peu qu'on entend sur une nouvelle économie de proximité. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que sur le territoire, il y a des possibles, il y a des gens qui ont envie, il y a des gens qui sont en reconversion, qui choisissent d'aller vers ces métiers, et que effectivement ça peut être intéressant d'aller recruter en proximité, de développer le potentiel et les capacités de ces personnes-là pour les intégrer, versus l'outsourcing qui est pratiqué par beaucoup d'entreprises. Alors, c'est pas forcément antinomique, ça peut être complémentaire, c'est-à-dire qu'on va recruter à l'étranger pour aller chercher certaines compétences, mais notre message, c'est de dire il y a du potentiel, il y a des pépites, il y a des gens qui ont envie. On va les accompagner pour les faire monter en compétences. Il y a des dispositifs qui existent, on va savoir les utiliser et les structurer pour permettre en fait à des candidats locaux de travailler dans des entreprises locales. Et finalement, on boucle la boucle. C'est vrai que la question de la distance en fait entre lieu d'habitation et lieu de travail, c'est un sujet important pour les entreprises et pour les candidats. Il y a un facteur qu'on voit aussi avec le développement du télétravail et du full télétravail, c'est aussi que les entreprises numériques ont aussi une part de leurs salariés, même si par exemple l'entreprise est basée à Toulouse, on va avoir des salariés à Grenoble, à Rennes, en full télétravail. Donc dans la dynamique d'équipe, c'est aussi des points de difficulté. Je pense on pourrait réouvrir une table ronde sur ces sujets-là. Mais du coup, vraiment, la question de l'ancrage local, pour nous, il est important. Et dans la culture d'entreprise, pour mettre en place des choses qui vont donner du sens à l'activité des collaborateurs, qui soient des activités extérieures, etc. La proximité, aide cette dynamique et aide les entreprises. Donc voilà, l'emploi local, pour nous, c'est important. On se dit qu'il y a effectivement matière à faire déjà sur notre territoire. Donc nous, on a un dispositif qui va pouvoir accompagner et aider les entreprises dans ce sens. J'ai une question que j'aimerais vous poser à toutes les quatre. J'ai même 2 questions que j'aimerais vous poser à toutes les 4. Comment est-ce que et pourquoi est-ce que la RSE est une façon de ne pas être exclue au final du marché ? Alors que ce soit du marché pour recruter, mais aussi du marché plus large en tant qu'entreprise dans un écosystème avec des partenaires. La question est large. Je vais essayer de m'y... Vous avez 10 minutes. Voilà. Très bien. En fait, je pense que aujourd'hui, les candidats ont le choix, on l'a dit. Donc, voilà, ça reste un facteur qui est important aussi de différenciation pour les entreprises, pour se démarquer sur le marché de l'emploi. Enfin, moi, je voudrais dire, je pense qu'il y a, dans le sens qu'on trouve au travail, souvent, il y a 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le sens que le collaborateur va trouver dans son emploi, en lui-même, le sens qu'il va trouver dans l'organisation.
En préparation, je disais, si je travaille je sais pas, dans une entreprise qui fait de l'imprimerie, peut-être que je vais trouver moins de sens que quand je travaille dans une organisation comme la MSA qui va accompagner les agriculteurs. Voilà. Donc il y a le sens de l'organisation en tant que telle, et ensuite il y a le sens que l'organisation crée. Et la RSE, c'est aussi créer du sens, même quand le métier qu'on fait, il n'a pas forcément un sens social, environnemental de premier abord. Donc je pense que voilà, il y a ces trois dimensions-là, et que l'entreprise doit investir ces trois dimensions-là pour se différencier sur le marché de l'emploi, puisque les candidats aujourd'hui sont en position de force. Voilà, il y a un chiffre qui dit qu'il y a plus, même un peu plus, 50-60% d'offres d'emploi en plus aujourd'hui qu'avant le Covid, alors qu'il y a moins de demandeurs d'emploi. Donc le marché, il est tendu pour tout le monde. Donc il faut vraiment s'investir sur ces trois dimensions-là. J'aimerais rebondir également sur le fait qu'il s'agit aussi d'un facteur important pour les entreprises, mais surtout pour la contractualisation et pour pouvoir développer des partenariats avec d'autres entreprises. Aujourd'hui, nous, on peut le voir, des clients nous demandent de faire notre bilan carbone. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années à peine, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que si on veut pouvoir développer des grands comptes, ou même aujourd'hui des PME, hein, il faut qu'on fasse attention à notre RSE, il faut qu'on fasse attention à notre impact environnemental. Et c'est aujourd'hui, au niveau de notre économie, important aussi au niveau de l'entreprise. Et peut-être pour compléter... je crois qu'aujourd'hui, la RSE, c'est plus une option, en fait. Enfin, on voit le contexte, il change. On le vit tous. On parle de sobriété depuis quelques semaines et toutes les entreprises vont devoir réduire leur consommation d'énergie. Donc, dans ce contexte-là, il y a un vrai challenge à se servir de la RSE et des trois piliers dont on parlait tout à l'heure, économique, bien sûr, mais aussi environnemental et social, pour se dire, OK, on va réduire notre consommation d'énergie, mais comment on fait, quoi ? Et comment on fait en tenant compte de ces trois piliers ? Alors, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que pour ne pas les citer, Total, qui est quand même, qui a été, on va dire, assez important dans l'environnement et sur l'impact environnemental, demande à ces entreprises de faire un bilan carbone. Donc, c'est vrai qu'aussi, ça peut faire sourire, mais c'est tant mieux, parce que ça veut peut-être aussi dire qu'ils se dirigent vers quelque chose de plus vert. Comme leur logo. Et je pense, moi, qu'il faut aussi s'interroger sur où on se situe entre l'obligation et la conviction. Et donc, du coup, sur ce continuum, qu'est-ce qu'on peut mettre en place humainement, écologiquement, etc. Et en même temps, comment on peut répondre à ces nouvelles obligations quand on est face à des grands comptes et qui nous demandent de rendre compte de notre activité. Et là, il y a vraiment une question d'échelle, de conviction et puis de ce qu'on peut valoriser. Donc là, c'est toujours un peu la difficulté pour les petites structures d'arriver à valoriser et à quantifier leur engagement, même s'il est réel. Moi, il y a un peu un message d'espoir que j'ai aussi entendu de la part de Jennifer, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des candidats qui peuvent choisir. Et ça, c'est en termes d'influence. En fait, vous, en tant que candidat, si vous êtes chercheur d'emploi, vous avez la possibilité aussi d'exiger en fait, que l'entreprise soit en quête de sens, parce qu'on arrive à de plus en plus, parce qu'en tant qu'individu, on cherche du sens, on arrive à influencer les entreprises. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi intéressant, parce que parfois, on se dit qu'on est juste une petite goutte d'eau dans l'océan et qu'on n'est pas grand-chose. Et en fait, on se rend compte que si, il y a vraiment des changements de mentalité qui sont assez importants. Et la dernière question que je voulais un peu vous poser, puis après, je laisserai un peu le public s'exprimer si vous voulez poser des questions. Est-ce que c'est compliqué de mettre en place une démarche RSE au niveau de l'entreprise et au niveau de la façon dont elle est reçue en interne aussi? Alors, moi, je dirais que c'est un challenge, dans le sens où les trois piliers dont on parlait tout à l'heure, il faut arriver à les articuler au mieux en visant une certaine cohérence. Je crois que c'est là aussi que la conviction et la cohérence, si elle n'est pas là, ça ne durera pas longtemps. Pour autant, la cohérence, elle n'est pas toujours facile à trouver et c'est vraiment un équilibre instable qu'il faut constamment renouveler. Je parlais par exemple tout à l'heure de la sobriété, on est tout à fait là-dedans. Pour faire un retour d'expérience sur comment on mène des démarches RSE au sein de l'IMSA, on a vraiment un credo qui est sur le mode participatif, participatif à deux étages, j'ai envie de dire.
un étage où on va impulser des choses, où les salariés vont être invités à participer à des choses, comme par exemple en début de semaine, on a organisé des ateliers sur les changements climatiques ou le numérique responsable avec des fresques. Bon, ben là, voilà, les salariés ils peuvent participer. Et puis aussi donner l'occasion aux salariés de proposer eux-mêmes des choses. On a la chance d'avoir une équipe innovation au sein d'IMSA qui va impulser des travaux comme ça, donner la parole aux salariés, leur donner l'opportunité de développer une idée en mode intrapreneuriat. Et par exemple, je peux citer deux exemples assez récents. Il y a des collaborateurs qui ont souhaité développer une application de covoiturage. Donc, ils ont pu le faire pendant leur temps de travail. Elle est presque opérationnelle, donc on est ravis de pouvoir bientôt l'utiliser. Et d'autres ont eu l'idée d'expérimenter l'arrêt de certains serveurs la nuit pour limiter la consommation d'énergie. Voilà, donc là, on retombe aussi sur l'autonomie. Ils portent ces sujets eux-mêmes en mode intrapreneuriat. Donc voilà, je pense qu'en résumé, le mode participatif, c'est une des clés de la réussite. Et le faire ensemble. Oui. Je pense aussi que ça doit venir de la direction. Si la direction n'est pas réellement impliquée et n'est pas réellement en accord avec ces valeurs-là et ces notions-là, ça ne marchera pas. Ce sera ce qu'on appelle souvent du greenwashing aussi. Malheureusement, ce sera que de l'apparence, ce sera une vitrine, mais il n'y aura pas de réel impact. Et ça, les salariés vont le ressentir réellement. Je pense qu'il y a un équilibre, je pense, à trouver. Enfin, Hélène l'a bien dit. Il y a la question économique souvent derrière. C'est-à-dire que ces politiques-là, elles font un peu peur parfois aux directions parce qu'on a l'impression que c'est plus un centre de coût que de profit. Et donc, il faut arriver à démontrer quelque part un peu le ROI de ces actions-là. Si on prend des actions... le mécénat de compétences, par exemple, les organisations peuvent se dire finalement permettre à mes collaborateurs de dédier des jours à des associations, c'est un coût pour moi puisque je vais payer leur salaire alors qu'ils ne seront pas productifs. Donc il faut arriver à démontrer le ROI, alors que ce soit par de l'attractivité, que ce soit effectivement par une meilleure performance des équipes, parce qu'on sait que ça permet aussi parfois de se libérer l'esprit, d'être plus performant au travail. Mais c'est ça qui est difficile à démontrer pour les directions. Et c'est ça qui parfois freine l'engagement quand il n'y a pas de conviction profonde des équipes dirigeantes. Donc là, c'est bien que ça vienne aussi des collaborateurs, et je pense que c'est de plus en plus le cas, parce que ça va pousser les directions à reconsidérer l'impact économique en un impact plutôt en termes de fidélisation, d'attractivité de l'organisation. Oui, alors pourtant, il y a quand même pas mal d'études maintenant qui prouvent qu'il y a un réel bénéfice économiquement parlant. Alors, pour le témoignage que je peux apporter sur cette question de la prise en main de la RSE par les entreprises, je reviens sur le fait que nous, on est une structure qui est un petit peu décalée, qui est un dispositif de soutien pour les entreprises, mais piloté par les entreprises. Et finalement, comme on est une structure qui est labellisée par le ministère du Travail pour des missions d'inclusion et de qualification, finalement, les entreprises qui adhèrent à notre dispositif et qui l'utilisent, elles-mêmes sont de manière... ensuite, forcément bénéficiaire aussi un petit peu de ce label en tant qu'entreprise promotrice de l'inclusion sociale. Donc, elles jouent le jeu, effectivement, elles peuvent bénéficier comme ça d'une forme de label, mais surtout, c'est par rapport à l'engagement qu'elles ont initialement de se dire « je vais ouvrir mes portes à des profils » qui n'étaient pas forcément dans mes canaux de recrutement et dans mes radars au départ. Et je vais aussi consacrer du temps et le temps de mes collaborateurs pour tutorer ces candidats. Et là, le rôle du tuteur et le sens du travail du tuteur, elle est important pour nous, pour les candidats et pour l'entreprise également pour donner du sens. Alors, c'est vrai qu'on en avait parlé, vous m'aviez dit, c'est vrai que le rôle du tuteur, on n'y pense pas assez. J'ai interrogé la semaine dernière, j'étais en suivi de mes alternants, du coup je prends un peu d'avance sur effectivement le rôle du tuteur et sa place dans l'entreprise et comment il va accompagner une jeune pousse à grandir. Et le retour que me faisaient un des tuteurs la semaine dernière, c'est de dire en fait c'est mon rôle, c'est normal de transmettre. Quand on a un nouveau collaborateur,
collaborateur, il y a toujours une phase d'onboarding qu'on doit transmettre, où on en est dans les projets, quelles sont les missions, comment on s'organise, etc. Donc là, finalement, avec un alternant, c'est la même chose, sauf qu'on va lui donner des missions de plus en plus évoluées en termes de technicité métier. Et le but, c'est effectivement qu'il puisse prendre la main et être autonome totalement sur les projets. Et il me disait, pour nous, vraiment le moment, on est fiers déjà de voir les gens évoluer, c'est hyper satisfaisant. Il y a nos projets, il y a la technicité, mais il y a le capital humain aussi dans l'entreprise. Donc là encore, c'est du sens. Il me disait, ce qui est génial, c'est quand on a eu un alternant et qu'après, lui-même, 2 ou 3 ans après, il va tutorer un nouvel alternant. Et là, la boucle est bouclée. Donc c'est une façon aussi de donner du sens à l'emploi. Ça permet vraiment de valoriser aussi un collaborateur et puis peut-être aussi de l'aider à monter en compétences sur du management, j'imagine. Oui, c'est ça. Il y a une grande dimension aussi des compétences humaines, managériales in fine, mais humaines aussi. C'est aussi en accueillant des gens... Des candidats un petit peu différents, qui amènent de la diversité, qui amènent une entreprise qui ressemble plus, qui est colorée un peu comme son territoire. C'est aussi de se dire, pour intégrer, est-ce qu'on ne trouverait pas d'autres, de nouveaux moyens, des nouveaux challenges à apporter à ce candidat pour lui permettre de s'exprimer, de trouver sa place dans l'équipe. Et c'est vrai que c'est générateur de sens à tous les niveaux, effectivement. Merci beaucoup. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions ? Ah, super. 4 questions. Première question, est-ce que la politique RSE devient aussi importante que la rémunération dans le choix d'une entreprise pour un candidat ? Alors moi, je ne sais pas donner la proportion. En tout cas, je pense que beaucoup de candidats le regardent. On l'a dit tout à l'heure, ça va être un peu cliché, mais la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi est sensible à ces sujets-là. Enfin, on le voit dans la société. Donc aussi importante, ça je ne sais pas dire, mais en tout cas, ça rentre dans les critères, ça c'est certain. Oui, je pense que, pour rebondir un petit peu, l'équilibre aujourd'hui pour ces nouvelles générations, l'équilibre vie privée, vie professionnelle est très important et devient un des besoins primaires et peut passer parfois au-delà de la rémunération. Sur une question pour Jennifer, qui est une neutralité. On parle de greenwashing. Est-ce qu'on peut parler de RSE washing ? J'ai déjà entendu le terme de social washing. Sûrement, on peut faire tout washing. Ça marche avec tout. Oui. Après, une entreprise qui s'engage et qui fait des actions RSE, moi j'ai toujours tendance à penser que c'est positif in fine. Donc RSE washing, oui, parce que c'est de la communication et que derrière on va mettre en avant ces actions-là. Après, on va pas reparler de Total, mais mais c'est vrai que y a certaines entreprises qui se servent aussi de ces politiques RSE pour mettre en avant, comme je le disais tout à l'heure, quand on n'a pas vraiment de sens premier, de sens environnemental, sociétal dans la mission de l'entreprise, on est parfois un peu obligé maintenant d'aller valoriser autre chose en fait. Et donc forcément, on va faire beaucoup de communication sur ces sujets-là parce que, je sais pas moi, vendre des voitures aujourd'hui, c'est moins sexy qu'avant. Donc effectivement, il faut aller sur d'autres leviers pour attirer et faire connaître l'entreprise sous un autre angle. Il y a une autre question. Est-ce que la RSE est tournée vers un nouveau management axé sur le co-construction ? Oui, alors, la question, elle rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Dans les démarches RSE, on est souvent dans un mode collaboratif, mais au-delà des démarches RSE, c'est bien souvent des modes de travail qu'on retrouve de plus en plus dans toutes les équipes d'une entreprise, qu'elles soient agiles ou sur des sujets comme ça. Oui, je pense que c'est une tendance de fond, et heureusement, j'ai envie de dire. J'ai une question, ce qu'on a parlé tout à l'heure sur les talents. La définition de qu'est-ce qu'un talent ? Existe-t-il au moins une définition qui fasse consensus ? Qu'est-ce qu'un talent ? Alors moi, je vais prendre cette question-là. Qu'est-ce qu'un talent, en fait ? Un talent, je pense que c'est une relation, une adéquation entre une activité et des compétences. Et en fait, là, on est plus ou moins talentueux. Il n'y a pas de définition, forcément, puisque tout le monde évolue, en fait, dans ses compétences, dans son savoir-faire, qui peut être regardé à un temps T. Et donc, on ne peut pas, à mon sens, dire plus que ça.
et l'éprouver, parce qu'il y a effectivement un savoir-faire sur une mission. Et puis, il y a également l'environnement de l'entreprise. Et là, on y revient. C'est hyper important qu'il y ait du sens entre ma mission, entre ma production, et puis également le sens de ce que fait l'entreprise et comment on partage un certain nombre de valeurs. Et là, on peut exprimer du talent, mais ça reste daté dans le temps, à mon sens. Nous, on est beaucoup sollicités sur la conception de programmes talent. Et en fait, la première question qui fait toujours débat, c'est qu'est-ce qu'un talent dans l'organisation ? Et donc, les acceptations, elles sont très différentes, en fait. Tout le monde peut être un talent à un moment donné, ou alors on va estimer que le talent, c'est celui qui a le potentiel de prendre des responsabilités plus importantes au sein de l'organisation. Donc, c'est vraiment, et en termes de communication derrière, c'est toujours un peu complexe de dire on a un programme talent, bon, tout le monde n'en fait pas partie, vous n'êtes pas tous des talents, c'est toujours un peu difficile. Donc voilà, c'est une définition qui est propre, je pense, à chaque entreprise et au sens qu'elle veut donner à ce mot-là. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire aujourd'hui il y a une définition du mot talent. Et moi, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Sophie aussi, c'est que je faisais le parallèle avec, on parle aujourd'hui de personnes en situation de handicap, par exemple. Ben, je pense qu'on peut être en situation de talent ou pas, mais ce n'est pas forcément inhérent à une personne. C'est une personne dans son environnement de travail. Alors, je répète. Je vais essayer de répéter, Michael, je vais essayer de simplifier du coup ce que tu disais. Tu disais en fait le problème, c'est que puisqu'on n'a pas de consensus, il n'y a pas de définition, donc en fait ça n'existe pas. Oui, tout à fait. C'est un principe de vue. Moi, je trouve ça drôle, en fait, ce que vous dites, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quel est le problème qu'il n'y a pas de problème, par exemple. Enfin, on peut retourner le sujet. Je trouve ça assez amusant, parce qu'en fait, ce qu'on a dit, c'est... Bon, déjà, on est sur des sciences humaines, donc on est sur du capital humain qui évolue. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que le talent, il est observable et peut-être mesurable par rapport à une mission, une compétence, à un moment donné, dans un projet, dans un contexte. Du coup, alors, mais mesurable, bien sûr, à la performance. On peut toujours mesurer des performances. Alors, est-ce que la performance, c'est du talent ? Après, on peut rentrer sur un débat plus philosophique, je pense. Mais non, effectivement, moi, j'aime bien aussi parler de potentiel, mais c'est pareil, c'est difficile à mesurer, tout ça, c'est toujours difficile à mesurer. Mais en même temps, on est sur des sujets où on doit mettre en accord des besoins d'entreprise, de projets, d'activités, des envies, des qualités, des compétences d'individus. Et là, il y a un petit phénomène, je pense, qui est peut-être de l'ordre de la magie, du paranormal, du non-observable, du non-scientifique. Mais ouais, effectivement, c'est un challenge des RH au quotidien. Je ne suis pas sûre qu'on ait dit qu'il n'y ait pas de définition du mot talent. Il y a une définition. Mozart est talentueux, voilà. Mais Mozart, il est talentueux parce qu'il fait de la musique. Il aurait fait de la cuisine, peut-être qu'il aurait été moins talentueux. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est que le talent, il est contextuel, en fait. Et que du coup, dans l'organisation, c'est assez compliqué parce que c'est dans un contexte donné, la capacité à exprimer son potentiel qui dévoile le talent. Donc, c'est plus compliqué, je pense, dans les organisations que dans d'autres situations, les arts notamment, à exprimer, à expliquer en tout cas. Et la capacité à développer son potentiel. Est-ce qu'il y a une autre question ? Lorsque vous publiez une offre d'emploi, est-ce que vous mettez votre démarche RSE ou est-ce que vous citez dans votre offre certains engagements que vous avez pris pour justement citer Pardon, je me permets juste de la répéter pour qu'on l'entende. Donc, est-ce que est mis l'engagement RSE lorsqu'on poste une offre d'emploi ? Alors nous, on l'évoque, on ne va pas forcément mettre des exemples concrets parce qu'il faudra en choisir un qui soit d'actualité, et voilà. Mais on l'évoque effectivement dans nos offres d'emploi, oui. C'est quelque chose qu'on valorise, oui. Une autre question, est-ce que du coup vous voyez, vous avez des indicateurs qui montrent qu'il y a une croissance du nombre de candidats ? Oui.
Oui, alors effectivement, le fait de le valoriser, de communiquer dessus, sans être dans du RSE washing, hein, mais faire des choses et ne pas les communiquer, ça serait dommage. Donc forcément, on communique dessus. Oui, on voit effectivement une corrélation entre que ce soit la valorisation de cette démarche-là ou d'autres et le nombre de candidatures qu'on va recevoir. Oui. Et au-delà du recrutement et du fait de recruter, c'est aussi la fidélisation qui est importante. Ça permet de fidéliser, et nous on peut le voir à travers certains clients qui ont des politiques RSE très développées, et notamment au niveau de l'inclusion et du côté social. On voit que les années d'ancienneté des consultants en ESN, donc entreprises de services du numérique, sont bien plus longues que celles qui n'ont pas de politique RSE. Une marque employeur, c'est forcément tombé dans le RSE washing. Je voulais avoir vos avis sur ce genre de questions. Donc, est-ce qu'une entreprise peut se passer d'une marque employeur? Alors, non, aujourd'hui non. En tout cas, si elle a envie de recruter, c'est un peu compliqué. Après, la marque employeur, c'est pas la RSE. C'est-à-dire que la RSE, ça peut être une composante de la marque employeur, mais la marque employeur, c'est pas que la RSE. Effectivement, il y a des dimensions. Alors, c'est pareil, hein, marque employeur, QVT, RSE, des fois, c'est des termes un peu valises dans lesquels on met beaucoup de choses. Et la marque employeur, c'est vraiment l'offre, en fait, la proposition de valeur qu'on va faire aux collaborateurs ou aux candidats et la façon dont on va arriver à la communiquer en interne et en externe. Donc, l'offre de valeur, elle peut passer par de la RSE, mais elle peut passer par d'autres dispositifs, la rémunération, comme on disait tout à l'heure, les avantages. Donc, voilà, la question est un peu large. Aujourd'hui, la marque employeur, si vous voulez recruter, le marché est tellement tendu que les entreprises qui ont fait des actions, le choix d'avoir des activités, des actions marque employeur, on sait que ça a un impact sur le nombre de candidatures qu'elles reçoivent. Après, c'est difficile de se passer aujourd'hui de marque employeur, en tout cas de réfléchir à qui on est et à comment on veut le communiquer. Et en complément, je dirais aussi que la marque employeur, c'est quelque chose qui a toujours existé dans la politique RH avant même qu'on mette de la RSE à toutes les sauces. C'est-à-dire que c'est aussi qu'est-ce qui compose mon entreprise, quelles sont mes valeurs que je projette, que j'incarne et que j'incarne réellement, quoi. Et c'est souvent toujours ce continuum entre conviction et obligation ou affichage. C'est-à-dire comment j'incarne réellement les valeurs que je veux développer et qui impactent la fidélisation du personnel, de limiter le turnover et d'être attractif pour de nouveaux candidats et de nouvelles pépites et talents potentiels. Alors moi, ça sous-entend une autre question qu'on n'a pas dit clairement, mais est-ce que la RSE est faite que pour les grands comptes? Non. Merci. Non. Bien sûr, tout le monde a son impact à son échelle. Donc, il est important pour des PME comme des ETI de vraiment essayer de développer ça et de développer aussi leur politique RSE. Oui, à mon sens, chaque structure peut trouver des actions qui leur correspondent et qui correspondent à leurs convictions dont on parlait et à leur contexte. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est pas une option, quoi. Donc, à chaque structure, ses réponses en matière de RSE. Conviction et obligation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les obligations, elles ne s'appliquent pas uniquement qu'aux grands comptes. Donc aujourd'hui, par exemple, la sobriété énergétique dont on parlait, elle concerne tout le monde. RSE, c'est parfois par conviction et souvent au début par obligation. Et une entreprise, c'est une société. Donc une société, c'est aussi une petite société locale composée d'humains qui sont les mêmes porteurs de valeurs et qui en fait mettent en place la RSE entre guillemets naturellement, sans qu'il y ait forcément un label, par des actions, qu'elles soient solidaires, environnementales et sociétales. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci Jennifer, Abigail, Sophie, Hélène. Merci. Merci.